Je suis en compagnie de Carole Avoine, une voix pour toutes ces victimes. Alors, je voulais ce soir, dans un spécial entrevue, en toute intimité, pouvoir vous présenter Carole dans son parcours, dans son combat, la femme qu'elle est, la femme qu'elle est devenue. Bonsoir, Carole. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te recevoir. Tu me permets de te tutoyer? Bien sûr. Allô, Carole. Bonsoir. Ah oui, Carole et Carole, j'adore ça, j'adore le concept. Carole, on s'est rencontrés, ça fait vraiment pas longtemps. Non. C'est tout nouveau, tout beau, nous deux, hein? Oui. J'adore les appeler, moi, les coups de foudre. Ces rencontres exceptionnelles avec des gens exceptionnels quand ça pop-up. Les chats sont même dans l'énergie de notre... C'est vrai, oui. de notre toute belle rencontre. Une belle rencontre. Oui. Et merci d'avoir accepté aussi rapidement mon invitation pour qu'on puisse ensemble faire part de nos entretiens, de nos connivences, de nos combats, oui. et aussi de cette possibilité, de cette facilité qu'on a toutes les deux à se retrouver chacune dans nos combats qui finalement ont besoin d'être entendus et d'être réunis. Alors, comme on se le disait hors caméra, merci pour cette belle rencontre. Merci à toi de m'accueillir. J'aimerais tout de suite, sans prendre plus de temps, parce que là, les gens vont aussi apprendre à te connaître. Tu as déjà haussé la voix. Tu es vraiment, j'adore ton message. Tu veux véhiculer le message de ce que moi j'appelle victimes maintenant. Je pense que dans un acte médical, il y a aussi les victimes, ces victimes qui sont trop oubliées, qui ne sont pas écoutées, mais qui existent par milliers. Carole, tu es victime d'une paralysie, d'un trouble grave c'est irréversible. Donc, permets-nous, s'il te plaît, d'entrer dans ton expérience et de pouvoir justement en tirer, je l'espère, des leçons. Comment a commencé tout ça, Carole? Explique-nous ton parcours. Oui, dans le fond, tout a commencé en 2021. En 2020, si on commence vraiment mon parcours émotionnel, j'étais en burn-out depuis 2020, moi, avec mon travail. Puis, j'ai perdu ma mère aussi en août 2020. Alors, on peut s'imaginer un peu le contexte émotionnel, moral que je pouvais être. Moi, je peux plus que l'imaginer parce que quand j'ai perdu ma mère, j'étais en burn-out professionnel. Donc, c'est un over. C'est assez difficile à expliquer, mais je te comprends là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que quand la pandémie est arrivée en mars 2021, en mars 2020, excusez-moi, la pandémie est arrivée. Quand les vaccins sont arrivés en 2021, c'est ça, j'étais un petit peu fragile. Puis j'étais à la recherche d'un emploi. Moi, j'habitais en Beauce. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais en arrêt de travail. Puis je voulais commencer à retrouver une vie normale, tu sais. Puis nous, les employeurs en Beauce commençaient à demander beaucoup les vaccins. Fait que je me suis dit, puis à un moment donné, c'est ça, le ministre Dubé a annoncé la grande chance qu'on avait d'avoir 460 et quelques mille doses de vaccins AstraZeneca disponibles et la grande chance aussi de pouvoir baisser l'âge de l'accès à AstraZeneca qui était descendu à 45 ans. Moi, à cette époque-là, j'avais 49 ans. 50, 49, ouais, 49. Fait que j'étais comme la gagnante à la loto. T'as pu profiter. Oui, j'ai réussi à avoir le rendez-vous. Et le lendemain, M. Dubé nous disait qu'on était les heureux élus, les heureux gagnants de la loto. On avait eu une chance sur 470 000 d'avoir un rendez-vous. Fait que je me considérais chanceuse, tu sais. Fait que je suis allée en avril 2021, le 22 avril 2021. Je suis allée me faire injecter. De l'AstraZeneca en avril 2021. Oui. C'est important, les dates. Oui.
parce qu'il y a eu des retours sur l'AstraZeneca. On était le seul pays dans le monde qui l'injectait encore à une population saine. On s'entend, c'est des choses qui sont importantes. Oui. Carole, je m'explique, je me permets de t'interrompre parce que aucun problème. On le sait que ce n'est pas notre seule et unique rencontre. On veut aussi prévenir tous les gens que ça touche de près ou de loin, qui ont quelqu'un dans leur famille qui est touché par cette... ouais. En tout cas, on va l'appeler cette crise sanitaire. Oui. Et on va aussi, dans les prochaines rencontres entre toi et moi, on va aller voir justement les procédures qui ont eu pour influencer les gens, pour y mettre de la pression, pour y mettre des obligations. Et c'est vers cet entonnoir que les gens ont été en toute confiance. Oui. Alors qu'il y avait effectivement... oui, parce que il y avait beaucoup d'informations déjà à leur disposition en avril 21. C'est un petit peu ça qu'on va revenir en détail. Mais... Le seul problème qu'eux mettaient de l'avant, c'est la thrombose. C'était le seul inconvénient qu'eux mettaient de l'avant. Bon, alors, c'est ça. Je suis allée, je me suis trouvé un travail. Je me suis trouvé un travail le 9 mai à peu près. J'ai commencé à travailler le 10 mai. J'ai travaillé 2 jours. Puis l'injection, tu l'as eu à quelle date? Le 22 avril. Le 22 avril, l'injection AstraZeneca, parmi les chanceuses. Exactement. Le 12... Puis on parle de combien de jours plus tard? Moi, ça a commencé le 20e jour. Oh, OK. Exactement. Oui, parce que je me rappelle, parce qu'il disait, le ministre Dubé, justement, avait dit, c'est les 20 premiers jours les critiques. Si vous passez les 20 premiers jours, il n'y a pas de chance de thrombose. Je me rappelle de ça. Puis là, moi, je les comptais les jours parce que moi, j'avais une coloc dans ce temps-là. J'habitais avec une coloc. Puis on s'était tapé dans la main, justement, une demi-heure avant. Une demi-heure avant que ça m'arrive, on s'est tapé dans la main en disant on a passé notre 20e jour, on est safe. Ah, mais avant de poursuivre, Carole, qu'est-ce qui t'est arrivé cette journée-là? La journée de ma paralysie? La paralysie. Oui. Parce que là, il y a des gens qui ne te connaissent pas, puis ils se demandent où est-ce qu'on s'en va avec nos skis. Mais il faut savoir que 12 mai, c'est ça. Le 12 mai. J'ai senti un étirement dans mon oreille, ça s'est m'attiré. Ça a fait mal. J'ai fait comme, oh, peut-être un nerf, ou tu sais, je connaissais pas ça. Fait que ça restait comme ça. Un moment donné, pas longtemps après, j'ai senti ça commence à tirer dans ma joue. Là, j'ai dit, bon, OK, je vais aller me reposer. Je viens de commencer un nouveau travail, c'était stressant. J'ai dit, c'est peut-être un effet de ça, tu sais, le stress, on ne le sait pas des fois. Fait que je vais aller me reposer. Demain matin, c'est une autre journée, on verra. Je suis allée me reposer. Le lendemain matin, en me levant, j'avais la moitié du visage complètement paralysé. Ben, complètement. Je n'étais pas encore à mon apogée de ma paralysie, mais ça s'en venait. Je te dirais que j'ai passé 7 mois. Les premiers 7 mois, je n'ai pas été capable de fermer mon œil. OK. J'avais vraiment... Là, je me permets d'observer que je vois Carole, je vois pas, c'est pas évident. T'es quand même, on voit ton beau sourire, on voit l'expression dans tes yeux. Fait que pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, tu as effectivement développé cette paralysie. Cette paralysie, comment on l'appelle? On le voit, là. Ah! Mon visage est asymétrique. Quand je ferme mon œil, ma bouche vient à accrocher. Oui, c'est une paralysie de Bell, dans le fond, que j'ai eue sévère. Ce qui comprend les paralysies de Bell, ben, c'est ça. Ça a pris 7 mois avant que mon œil ferme. J'avais plus rien qui fonctionnait là, du côté gauche. C'était irréversible, Carole? À ce moment-là, on ne le savait pas parce qu'on ne savait pas le degré de ma paralysie. J'ai passé un électromyogramme quelques temps plus tard qui a confirmé que j'avais une paralysie de Bell sévère, que ça pouvait prendre jusqu'à 12 mois avant d'avoir un rétablissement et que c'était pas mal certain que j'aurais des séquelles. Mais les séquelles, à quel niveau, on ne pouvait pas encore le dire. Plus longtemps que ta paralysie prend de temps à guérir, plus les séquelles vont être importantes. Puis comme moi, ça a pris 7 mois, ben, c'est ça. Les séquelles sont importantes.
7 mois, Carole, avant qu'il diagnostique? Avant de voir une amélioration. OK. Donc, 7 mois plus tard, ça commence là, à y avoir une amélioration. Mais tu sais, c'est peu probable. Je veux dire, c'est très dur à concevoir que tu te présentes suite à ton injection parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de différent? Puis que c'est ça, puis on n'avait pas les protocoles. Non. Non, parce que c'est ça, je me suis présentée à l'urgence le 13 mai au matin. Oui. J'ai vu l'urgentologue. L'urgentologue, je lui ai demandé est-ce que ça pouvait avoir un rapport avec mon vaccin. J'avais mon papier, je suis venue pour lui donner mon papier. Elle me fait du revers de la main. Je n'ai pas besoin, ça n'a pas rapport, c'est pas à cause de ça. Là, j'ai fait. Là, elle n'a jamais pris mon papier, elle l'a jamais mis dans mon dossier. Mon dossier n'a jamais eu. Quand j'ai rencontré l'ORL la première fois, il n'y avait même pas de papier comme de quoi que j'avais été vaccinée dans mon dossier, en partant. Après ça, je lui ai demandé, j'ai dit, pour mon travail, peux-tu me faire un billet pour une absence de travail en attendant que je me rétablisse un peu? Elle me dit, pour ton travail, je ne peux rien faire parce que de toute façon, tu vas peut-être rester de même toute ta vie. Sauf que, moi, après ça, j'ai fait des recherches parce que je ne savais pas c'était quoi une paralysie de Bell. Là. Mais une paralysie de Bell, normalement, se rétablit en l'espace de 8 à 12 semaines. Fait que, ce qu'elle aurait dû me dire, si vraiment elle n'avait pas de doute que c'était en rapport avec le vaccin, elle aurait dû me dire qu'une paralysie de Bell, normalement, se rétablit en temps de temps. Tu sais, pas de me dire, tu vas peut-être rester de même toute ta vie. Puis là, elle m'a donné comme exemple Jean Chrétien, que lui avait eu une paralysie de Bell, puis qu'il s'en était quand même bien sorti. Peut-être, on va en rester là. Mais ça reste très peu rassurant. On s'en parlait tout à l'heure lors de notre conversation, l'accès aux plaintes, justement, parce que c'est évident que, mais je veux dire, cette responsabilité du médecin, j'ai de la misère à comprendre. J'ai eu un rendez-vous, ça a pris 5 minutes. Je suis ressortie du bureau, je ne savais pas c'était quoi une paralysie de Bell, je ne savais rien, j'avais rien. Je suis sortie de là en broyant, en panique, parce que là, j'étais là, voyons, on m'en restait de même toute ma vie. Moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que j'ai? C'est une paralysie de Bell? Tu sais, j'avais aucune explication. Aucune. Fait que tu attends ton rendez-vous avec ton ORL, puis pendant ce temps-là, ben, tu essaies de faire des recherches. Tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, ceux qui commençaient à faire des recherches par eux-mêmes, ils n'étaient pas très bien reçus, là, hein? On s'entend. Mais moi, je n'avais pas le choix de faire mes recherches parce que je n'avais aucune réponse. Fait que j'ai commencé à faire des recherches. Puis après ça, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon ORL qui, elle, j'ai redemandé pour le vaccin. J'ai dit, est-ce qu'il peut y avoir un lien? Elle m'a fait comme réponse, tous les vaccins anti-grippe peuvent causer des paralysies de Bell, mais toi, c'est pas ça. Ah. Voilà, ça Moi, c'est pas ça. Bon, fait que là, ma deuxième dose, je lui demande, ben, elle dit, il n'y aura pas de problème, tu vas pouvoir y aller pareil parce que de toute façon, ça va être plus sécuritaire, tu vas avoir Pfizer, tu n'auras pas le même vaccin. OK. Moi, je sais pas, mais j'ai 4 enfants. Mes 4 enfants ont été vaccinés quand ils étaient jeunes. Puis, quand que tu recevais un vaccin d'une telle affaire, ils ne te faisaient pas changer de sorte de vaccin. Tu avais la deuxième dose, tu as du même sorte de vaccin. Ou quand tu avais un effet secondaire, ils ne te faisaient pas faire une autre dose de vaccin. Mais tu lèves un super de bon point. Toutes les imprudences qu'ils ont faites, toutes les erreurs qu'ils ont faites, qui ont amené des décès, des paralysies, des thromboses, des myocardites. Et il va falloir, et c'est ce qu'on vous garde aussi lors d'un prochain épisode, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Il faut que ces médecins-là soient remis à l'ordre et il y a des procédures qu'on va pouvoir aborder avec vous. Aujourd'hui, moi, je veux vraiment qu'on se concentre sur toi. Puis ensuite, ça va nous faire plaisir de revenir sur chacun des thèmes qu'on élabore ici, dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, ses erreurs, ses compromissions, le fait qu'il n'est pas médecin, le fait qu'il a pris des décisions. C'est tout un dossier que j'ai hâte de parcourir avec toi, mais on va voir ça dans un prochain chapitre parce que c'est un livre qu'on est en train de commencer à rédiger tous les deux.
Il va y avoir plusieurs chapitres dans ce livre. Aujourd'hui, en introduction, la présentation, le prémisme. Oui. Tu es cette petite prémisse. Alors, c'est pour ça que je tiens à le dire. Inquiétez-vous pas. On va revenir sur chacun des propos de Carole. On va revenir sur ses combats. On va présenter aussi les démarches qui sont en cours, puis bien d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est simplement le survol qui est essentiel parce que Carole, ça fait plusieurs fois qu'elle raconte son histoire, mais du début à la fin, il faut le faire et faire l'exercice. Donc, on est rendu, t'as cherché auprès des médecins, parce que les autres non plus n'ont pas fait leur travail, c'est-à-dire tout le protocole, ne serait-ce que de dénoncer sur les effets secondaires graves. Il y a un formulaire qui existe, ils ont un protocole à suivre. C'est pas si long que ça à faire, parce qu'on pourrait dire, il y a un petit 9 pages à remplir, puis le médecin il a fait sa job. Moi, je l'ai essayé un petit peu. Parce qu'il tu as des séquelles irréversibles suite à une infection. Nous mettons en place immédiatement un protocole, des spécialistes autour de toi, mais tout ça n'a pas été fait. Moi, l'ORL, même après y avoir posé la question pour le vaccin, tout, elle m'a même dit, t'es pas mal mieux à manger comme ça qu'avec le COVID. Je suis pas mal mieux à manger paralysé qu'avec le COVID. Mais tout ça pour dire qu'après ça, quand j'ai vu que personne ne voulait déclarer mes effets, j'ai commencé à faire des recherches moi aussi pour voir comment est-ce que je pouvais déclarer ça. Puis tu vas sur le site du gouvernement, puis tu ne peux pas le déclarer toi-même. Ça te prend absolument un formulaire médical. Je suis allée sur le site d'AstraZeneca directement. J'ai réussi à remplir des papiers disant que moi, j'avais reçu une dose, puis que là, je me ramassais de même, puis tout ça. Eux ont envoyé un formulaire à mon ORL qu'elle avait l'obligation de remplir. Sauf que là, elle avait besoin des informations parce qu'elle n'avait pas mon papier de vaccin dans mon dossier. Fait qu'elle n'avait pas les informations pour remplir le papier, le formulaire, tu comprends? Ah oui, elle n'avait pas le. Hein? Il se pitch la balle. Oui, c'est ça. Fait que là, en tout cas, en fin de compte, je ne sais pas comment ça a terminé parce que moi, après, dans le fond, quasiment 1 an de rendez-vous une fois par mois, mais que c'était un rendez-vous de 5 minutes, puis qu'après ça, j'étais retournée à moi-même parce que j'ai jamais eu de référence à un kinésiologue, j'ai jamais eu de référence à un physio, j'ai jamais été référée à personne. J'ai jamais rien eu, aucune référence. Oups, ça attend un petit peu mon fil. Il faut que je branche mon ordi. Bon, excusez-moi. Je vais le couper, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais t'interrompre et je vais repartir là. Oui, mais justement, on s'en parlait aussi, Carole, de ça parce qu'il existe le CAAP, le Comité d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Oui. Justement, ce manque de responsabilité-là de la part de vos médecins, parce que vous êtes peut-être dans la situation de Carole, ou vous avez un proche dans cette situation, je pense que lorsqu'on va parler et faire le tour de tes démarches, j'espère que ça va encourager les gens à te suivre, à faire comme toi, parce que ce qu'on veut, c'est des résultats, puis on n'en veut plus des situations comme la tienne. Non. Puis c'est ça, pour continuer, après avoir, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rien déclarer à la santé publique moi-même, puis le service que j'avais eu, le manque d'empathie, le je m'en foutisse, moi c'est le même que j'ai vu ça, là. Je m'en foutisse de toi, c'est tu retournes chez vous, puis tu vas attendre qu'on t'appelle, puis that's it. J'ai porté plainte justement au CIUS de Chaudière-Appalaches pour ces médecins-là. Je t'ai envoyé tantôt la conclusion, tu pourras la regarder. Oui, on va regarder ça ensemble, puis je le sais qu'on va aussi s'attarder plus longtemps. Fait qu'on vous donnera tous les détails lors de notre prochain rendez-vous pour pouvoir. C'est ça, ça n'a pas, ça n'a pas abouti à rien de concret là, envers les médecins, mais c'est pas grave. Le fait est que ma plainte, elle a été écoutée et elle a été entendue. C'est rien que ça qui est important. Au moins, c'est le plus important. Pour le temps où c'est qu'on était là. C'est ça. Fait que pendant les deux années suivantes, j'ai continué à chercher un médecin. Un médecin qui voulait bien déclarer mon effet. Là.
Puis, j'en trouvais pas. Mais durant ces deux années-là, ben, j'ai quand même participé. J'ai fait beaucoup de témoignages vidéo. J'ai fait j'ai eu 2 participations à des documentaires aussi qui ont été faits par une personne qui est du Québec puis une personne européenne. J'ai fait des entrevues avec Rebel News. Je me suis beaucoup impliquée pareil pour essayer de sortir l'histoire et tout ça, jusqu'à temps que j'arrive le 12 mai, que je suis allée faire un témoignage à la Commission d'enquête nationale citoyenne qu'il y a eu à Québec en rapport avec les mesures sanitaires. Cette commission d'enquête, Carole, aussi, on va se servir dès notre prochain rendez-vous. C'est un rendez-vous autour de ce sujet méga important. Hein? C'est une commission à laquelle tu as participé. Oui. Donc, on pourra revoir ces images avec toi et aussi parler de l'importance de cette commission, puis des gens qui sont impliqués, dont des professionnels qui sont victimes, on va dire, qui sont sous la menace lorsqu'ils aident leurs patients, lorsqu'ils font simplement répondre à leur serment, puis lorsqu'ils respectent leur code de déontologie. On fera un spécial code de déontologie parce qu'il y a énormément de choses à relever, puis on présentera aussi ce petit passage sur la commission d'enquête citoyenne, très important. Alors, on vous revient là-dessus avec plaisir, Carole. Donc là, toi, tu es amenée à faire un témoignage à cette commission. C'est ça. À partir de là, ben, c'est là que j'ai réussi à trouver un médecin qui a bien voulu déclarer mon effet. Est-ce qu'on peut le nommer tout de suite? Non, j'aimerais mieux pas, par exemple. On va respecter tout ça. Oui, parce que c'est ça. Mais là, le problème, depuis que je suis déclarée, c'est que tous mes papiers de référence, parce que là, j'aurais d'autres tests à aller passer, parce que en juin dernier, j'ai dû me faire extraire une dent de sagesse. Puis à partir de ce moment-là, ben là, depuis le mois de juin, justement, je suis en arrêt de travail, parce que depuis ce moment-là, mes symptômes ont tellement augmenté que je commence, là, ça fait à peu près un mois là, que je vais quand même mieux, là, parce que sinon, les derniers mois, ça a été vraiment un enfer. Côté symptômes, là, je pourrais tout t'énumérer, puis tu n'en reviendrais pas. Mais là, c'est ça, j'ai besoin de voir un autre neurologue pour investiguer, passer un IRM, investiguer ce qui se passe vraiment dans ma tête. Tu as une blessure, Oui. Puis là, c'est ça, c'était ma première référence où c'était écrit séquelles paralysie de Bell post-vaccinale COVID. Ben, on se rend compte que depuis que c'est écrit, depuis que je suis déclarée à la santé publique, on se rend compte que j'ai plus de médecin qui veut me suivre. Wow. Il en rajoute une couche. Oui. Fait que là, on m'a retourné chez nous avec une prescription de pilules pour la douleur qui ne fonctionnait pas. J'en ai essayé 10 différents, il n'y a rien qui a fonctionné. Avec une rencontre avec une autre neurologue pour des injections de Botox. Sauf que là, on est prête à m'injecter du Botox, à me piquer encore quand on ne sait même pas si mes nerfs sont atteints ou pas. Quand on sait que la dernière piqûre que j'ai eue m'a empiré, j'ai un petit peu de misère à le comprendre. J'ai des symptômes qui ne sont pas en rapport avec mon nerf de ma paralysie. Pourquoi vous ne voulez pas investiguer? C'est quoi mon autre problème? Je ne comprends pas. Puis là, j'ai demandé à mon neurologue pour mon autre dent de sagesse que j'ai en bas à me faire enlever. Parce que vu que là, la dernière fois, ça m'a empiré, ben, il m'a fait comme réponse, ça sera à ton dentiste à gérer ça. Fait que là, d'une façon ou d'une autre, je veux dire, avant que je sois déclarée, j'avais droit aux soins. Mais moi, ma guerre, c'est d'être déclarée. Parce que moi, ma guerre, aujourd'hui, ma vie est plus pareille comme avant. Là, je veux dire, déjà là, faut peut-être que je pense déjà à changer de travail encore parce que ma capacité n'est plus la même. Ma capacité physique est beaucoup diminuée. Ça fait déjà quand même sur 2 ans et demi. Moi, j'ai pris l'injection pour recommencer à travailler. Puis sur 2 ans et demi, j'ai travaillé 1 an. Wow. Je veux dire, à quelque part, j'ai pas été sortie. C'est handicapant, puis on ne le dira jamais assez. C'est des symptômes, des effets secondaires graves qui arrivent, qui sont irréversibles, puis c'est handicapant. Oui, très handicapant. Puis il y avait la mort aussi parmi ces effets secondaires graves. Imagine-toi si tu avais eu la 2e dose, genre. Si je serais allée, oui, c'est ça. Parce que selon mon médecin, j'aurais dû y aller. Même selon la lettre
la réponse de la santé publique sur ma plainte. C'est écrit noir sur blanc que pour ma prochaine dose, je dois suivre les consignes de la santé publique. Ben, c'est parce que la santé publique ne connaît pas mon dossier médical. Là. La santé publique n'est pas au courant de si j'ai des médicaments moi, que je prends ou si. Tu sais, je veux dire, les décisions de la santé publique, c'est des décisions globales. Ce n'est pas des décisions qui sont personnelles à chaque personne. Mm-hmm. Fait que moi, excuse-moi, mais non. Non, je me suis fiée une fois à la santé publique, puis regarde ce qui m'arrive. Non, je pense pas que ma deuxième dose m'a me fier à la santé publique. Là. Tu comprends? Je trouve ça vraiment le fun parce que ça arrive souvent que je fais des vidéos à partir des chiffres, à partir des tableaux, à partir des petits cadres, à partir des petits pictos. Mais là, c'est pas des chiffres, c'est pas des stats. C'est des écrits. C'est des écrits noirs sur blanc. C'est être humain, tu sais. Tu es là, tu existes et tu fais partie des statistiques. Mais des dommages collatéraux. Des visages, ces effets collatéraux. C'est ces effets collatéraux que je crie haut et fort qu'il y a des responsables. Ils se sont enlevés toute responsabilité, les compagnies pharmaceutiques, en mettant ça sur la responsabilité est au gouvernement. Le gouvernement, il se dit, OK, fais-moi ta demande. De toute façon, il indemnise pour 2000 $. Je ne pense pas que tout ce qu'on vient d'à peine nommer, ça vaut le 2000 $. Puis c'est même pas une question d'argent. C'est aussi, amène-moi la personne qui a signé, mais trouve-la, la personne qui signe ton événement. Au Québec, il y a beaucoup à venir là-dessus. Il faut en reparler. Ça, c'est un point que je trouve super important. Présentement, ce qui est dur, c'est que c'est à nous, le patient, à prouver que ça vient de l'injection. Mais c'est parce qu'on n'est pas médecin, là. T'sais? Mais moi, malgré que moi, c'est quand même facile à prouver d'une certaine façon parce que j'avais une médication que je prenais depuis 2015. Il y en avait une. J'avais rien d'autre de changement dans ma vie. Mais non. Fait que je veux dire, il n'y a pas 56 000 raisons là, pour lesquelles que je peux être de même. Là. Je veux dire, il y a eu un changement, ça a été une injection d'AstraZeneca, that's it. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il faut arrêter de ne pas vouloir nommer le problème. Il faut que le problème soit nommé et que les médecins qui veulent en parler pour prendre soin du patient puissent le faire parce que pour le moment, c'est pas ça qu'ils ont. Ils n'ont pas la liberté de s'exprimer. Ils n'ont pas la liberté de répondre aux besoins de survie de leurs patients. Alors, c'est cette omerta, ce silence qu'il faut absolument en briser. C'est une responsabilité, bien sûr, du gouvernement, parce qu'avec les recours, avec les victimes, il va s'apercevoir que c'est pas mal plus cher que d'arrêter d'admettre l'erreur et de prendre soin de la population qui se présente à l'hôpital avec des symptômes de myocardite, de thrombose, de paralysie de Bell. Voyons donc voir si ça arrive comme ça. On s'entend que normalement, de toute façon, un médecin n'a pas à prendre la décision à savoir si ton effet a rapport avec le vaccin. Lui, dans le fond, sa job, c'est de déclarer que là, tu as un effet qui n'est pas normal à ce que tu vis d'habitude. Ouais. Puis que le changement que tu as eu, c'était le vaccin. Lui, c'est tout ce qu'il a à faire, dans le fond. C'est de déclarer que tu as un effet qui n'est pas normal après avoir reçu une injection. Tu sais, fait que je veux dire, la décision, c'est même pas lui qui la prend, là. Mais lui a une responsabilité, a un devoir à faire. On s'entend là-dessus. Moi c'était ça que je comprenais pas. Je comprenais pas le pourquoi que peut-être que ça n'a pas rapport, peut-être que ça a le rapport, mais juste le fait d'avoir un doute, juste le fait d'avoir un effet qui n'est pas normal, normalement aurait dû être déclaré. Si ça aurait été comme avant, là, avant le COVID, ça aurait été fait. La vaccinovigilance, la pharmacovigilance, elle n'existe plus. C'est une prudence qu'on ne peut plus, même plus avoir sur notre propre personne. C'est de ses droits, de ses libertés fondamentales qu'il faut se lever puis qu'il faut se battre. Tu le fais d'une façon merveilleuse et courageuse. Puis je suis hyper contente que les gens qui sont dans ta situation puissent se dire « OK, je ne suis pas toute seule. » Non, vraiment. C'est super important. Puis plus que ça va, plus que j'en vois du monde justement qui
qui commencent à parler, justement, en voyant qu'il y en a qui parlent, là, veut pas. Puis ça fait du bien, ça. Ça fait du bien de voir que le monde veulent bien embarquer avec moi dans mon combat parce que, je veux dire, ma voix toute seule, oui, je suis capable de crier fort, là. mais ça reste qu'il y a beaucoup de monde qui me bâillonne, puis il y a beaucoup de monde qui veulent ensemble, levons le voile. Ça, c'est vérité. Je lève mon chapeau à un média traditionnel, par exemple, que j'ai rencontré durant ces deux dernières années. C'est le poste de radio CJMD de Lévis, 96.9. Eux m'ont donné la chance 2 fois de passer à la radio. Comment s'appelle l'animateur qui t'a pris en entrevue? Guillaume Raté. OK. Mais c'est ça la job de l'informateur, du journalisme, c'est de présenter des cas puis de ne pas justement accepter ce silence. Dans le fond, c'est un débat public qu'on demande depuis longtemps. C'est que les choses soient exposées pour que la population puisse prendre un choix libre et éclairé. Ça, on disait comme s'il y avait un gun sur la tête. Tu n'es pas obligé de le prendre. Non, mais si tu veux travailler, vas-y le prendre. Si tu veux, on n'est pas obligé, mais en même temps, on était obligé d'une certaine façon. Là, puis, oui, je connais très peu de gens qui l'ont pris en se disant moi, je le prends parce que j'y crois. Pour protéger grand-maman. C'est vraiment pas la majorité, en tout cas, ça, on peut se le dire. Alors, pour tous ces gens qui ont gardé le silence, pour toutes ces victimes, pour tous ces gens qui sont blessés, qui ont ce handicap qui soit impactant dans leur vie ou dans la vie de leurs proches, merci en leur nom, Carole. Merci de prendre la parole. Merci de poser les gestes. Et merci aussi de me suivre comme ça. Nous allons présenter plusieurs des démarches. On va faire que le vent circule, que le voile, qu'on ne veut pas lever juste à nos 2 petites mains, là, que le voile soit levé parce que l'ensemble de la population vont l'avoir décidé, parce qu'ils vont être d'accord, ils vont vouloir entreprendre eux aussi leur démarche, de participer à tes démarches, de participer à nos démarches. Et je pense que la gronde de la population, elle est présente pour protéger les victimes, pour protéger aussi de cette mauvaise information, puis de voir ton témoignage comme ça. Je te remercierai jamais assez. Ça m'apporte personnellement beaucoup de bien. Je suis contente qu'il y ait lever le silence, lever cette omerta. Puis ça prend des femmes courageuses pour le faire. Ben moi, en tout cas, je suis une guerrière. Puis je vais continuer. Puis non, moi, c'est sûr et certain que je n'abandonnerai pas parce que c'est trop important. Puis tu sais, comme je t'ai envoyé aussi un article tantôt, déjà en 2009, moi, j'avais déjà vécu une autre situation qui est une fuite de gaz à Québec, là, puis que le gouvernement a essayé justement encore de cacher. Et déjà en 2009, je me battais déjà contre la santé publique, justement pour faire sortir ces histoires-là. Fait que j'ai pas fini de me battre. C'est vraiment super génial. Je pense que les Caroles sont assez têtues pour... Je pense que oui. Oui. C'est une très, très belle rencontre. Carole, je suis vraiment contente de notre premier petit entretien. Je suis contente de pouvoir d'abord, avant mettre de l'emphase sur tout ce que nous allons entreprendre, les démarches, l'aide de ceux qu'on va avoir besoin aussi parce qu'on va faire un immense appel à l'aide à la communauté. Je trouvais important de mettre un nom, de mettre un visage, de mettre une vie, de mettre une expérience, de mettre du vivant là-dedans parce que non, vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas que des statistiques. Non. Vous êtes du vrai monde. Puis, ça me fait vraiment... aussi juste ajouter que pour ceux qui se posent des questions, là, il y a des avocats là, qui commencent à embarquer là, pour des recours collectifs. Puis c'est sûr que ça prend une déclaration faite par un médecin. Il faut vraiment être déclaré comme blessé, victime du vaccin. Mais il y a des groupes d'avocats. Moi je suis présentement avec un groupe d'avocats pour des demandes d'indemnisation et tout ça. Là. Fait que je pourrais vous tenir au courant aussi de toutes les démarches là, qu'il peut y avoir là, avec des avocats et
Elles vont être nombreuses, les questions, mais laissez vos questions dans les commentaires de ce chat. Carole et moi allons les lire et on va vous répondre. Et surtout, concernant ce que Carole vient de dire, soyez pas sans crainte, on vous revient avec beaucoup plus de détails parce que justement, suite à cette première présentation, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Laissez-les, soyez vraiment, posez vos questions et partagez ce live sur vos réseaux sociaux pour ne serait-ce que pouvoir aider ces victimes à sortir du silence. Il y a des recours qu'on peut faire, il y a des choses qui sont en route et ce sera tous les sujets de nos prochaines capsules. Oui. Là-dessus, je vais te laisser, ma chère Carole, parce que c'est très généreux de ta part. Je te remercie. Puis surtout, je suis contente de te dire à bientôt dans un prochain rendez-vous. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bye, bye. À bientôt, tout le monde.